Bon, mais on sort de la fabrication additive, on a évoqué vraiment beaucoup de sujets. Ce matin, on avait une championne paralympique de course en fauteuil. Et là, on va continuer à parler des sports et des Jeux paralympiques avec une innovation sur laquelle vous travaillez depuis pas mal de temps, que vous allez nous présenter. Donc déjà peut-être un mot sur vos labos et sur votre quotidien peut-être pour démarrer. Oui, alors du coup on va pas du tout parler de sport. On va pas parler de sport. Ah, pas du tout. Non, pas du tout de sport. On va parler en fait de prothèses pour des personnes qui sont amputées du membre inférieur. Ok. Mais pour leurs prothèses de vie quotidienne. Donc celle qui leur permet d'aller jusqu'au stade. Et quand ils arrivent au stade, ils changent de prothèse et utiliser une prothèse qui est spécifique à leur discipline. Mais là, du coup, on va vraiment vous parler d'une prothèse qui est pour la grand vie de tous les public, jours, le vie de tous les jours. qui est pour toutes les autres activités que celle pour faire du sport. Ok, d'accord. Et donc cette prothèse, elle s'appelle Syn6. Alors le Syn6, ça vient de synergie et de système. Donc, vous verrez un petit peu après pourquoi. Et c'est issu d'un travail qu'on mène en collaboration avec la société Proteor. Donc moi, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAM, aux arts et métiers, à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak. Et Clément qui est là. Bonjour. Alors, lui, il marche pas. Alors, pourquoi il marche pas? Bonjour. Du coup, Clément Durafour. Donc, moi, je suis ingénieur de recherche pour la société Proteor, donc avec qui l'IBHGC travaille depuis ce qu'on disait plus de 10 ans au développement de la prothèse dont on va parler aujourd'hui. Ok. Et du coup, je vais enchaîner directement sur la présentation du groupe Proteor. Donc le groupe Proteor, c'est une société qui est focalisée sur l'appareillage des personnes amputées et des personnes qui ont besoin en fait d'appareillage complémentaire, donc d'orthèses, pour pouvoir marcher tout simplement. Oui. Donc très rapidement, c'est un groupe, c'est le leader de l'appareillage français, c'est plus de 1000 personnes dans le monde, avec donc 4 centres d'innovation qui sont répartis en France et aux États-Unis. On a 3 domaines d'activité principaux qui sont donc tout ce qui est chaîne numérique, donc tout ce qui est comment est-ce qu'on fait pour faire un dispositif sur mesure à l'aide d'outils numériques. Donc voilà. La partie qu'on appelle composant, donc qui est vraiment le cœur de ce qu'on va parler aujourd'hui, donc tout ce qui est développement d'un genou, d'une cheville prothétique ou d'un genou-cheville prothétique. Et ce qu'on appelle le réseau de centres d'orthopédie, donc où là c'est les orthoprothésistes dont le travail est de prendre les composants prothétiques et d'aller les adapter à chaque personne, à la morphologie de chaque personne. Bien sûr, parce qu'on imagine que là il n'y a rien de standard. Chaque fois il y a une particularité dans le manque et dans le handicap, et du coup il faut du sur-mesure à chaque fois et une adaptation au plus fin. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec notre championne la Vénie qui était là. Elle expliquait que le fauteuil, il est vraiment taillé sur l'athlète et ça doit être le cas pareil des prothèses, quoi. Et c'est le cas c'est vraiment le cœur de métier de ce que fait Proteor, et c'est le cas de tous les appareillages qu'on va fabriquer nous. Donc là, vous avez un exemple plusieurs exemples d'appareillages qu'on fabrique qui sont tous réalisés quasiment sur mesure, sauf le tout dernier qui est justement les appareillages de série. Okay. Qui est une proportion très minime de ce qu'on fait. Et sinon, on va avoir des corsets de traitement ou d'urgence, et des orthèses et des prothèses pour les membres supérieurs ou les membres inférieurs. La différence qu'on ne connaît peut-être pas tous entre prothèse et orthèse? Une prothèse va venir remplacer un membre qui n'existe plus, alors qu'une orthèse va venir suppléer un membre qui va être déficient. Qui existe déjà, ok, très bien. Encore. Ouais, ok. Donc moi je travaille à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak. Donc c'est un laboratoire qui a différents axes de recherche et qui a 3 thématiques. Donc le sport, vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui. Oui. Il y a une thématique sur la clinique et également une dernière thématique qui porte sur la supplémentation du handicap. Donc c'est sur cette thématique qu'on travaille donc en partenariat avec Proteor. Et on travaille avec eux en fait depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on travaille en collaboration avec Proteor. Et le projet Syn6, donc il ne s'appelait pas comme ça au tout début du projet, mais il a démarré donc, avec la société Proteor et un partenaire historique qui est l'Institution nationale des invalides, donc de par le CERA, le Centre d'études et de recherche pour l'appareillage des personnes handicapées. Et il s'est construit également en collaboration avec l'UGCAM Nord-Est, donc l'IRR de Nancy, et l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Donc, je ne sais pas si on les voit.
Et en fait, il s'est construit au début autour d'un projet ANR, dans un premier temps. 2 projets qui s'appellent des projets rapides, donc grâce au soutien de la Direction Générale de l'Armement. C'est assez important parce qu'historiquement, c'est un domaine dans lequel l'armée a eu énormément d'impact. C'est pour ça qu'on travaille avec l'hôpital d'instruction des armées de Percy. 3 thèses en convention CIFRE. Et ensuite, sur un autre domaine qui concerne l'emboîture, donc là vraiment la partie qui est sur mesure sur la personne, il y a eu également une première thèse CIFRE et un nouveau projet ANR, donc le projet Imprint qui est en cours. Donc alors une prothèse pour une personne qui est amputée du membre inférieur, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles. Donc on appelait ça une jambe artificielle, c'est Ambroise Paré qui a donné ce nom à ce dispositif. Aujourd'hui, ça concerne environ 12 000 personnes par an. On estime à peu près à 100 000 le nombre de personnes qui est amputé du membre inférieur. Et en fait, la seule solution pour marcher, c'est d'utiliser ce genre de dispositif qui, comme on est incapable de reproduire l'anatomie, va impacter la qualité de vie des personnes qui sont appareillées avec ces dispositifs. Et ce qui est intéressant, mais ce que j'aime beaucoup avec cette thématique, c'est que, comme le soulignaient déjà les personnes dans les années 50, c'est que c'est impossible en fait de reproduire une jambe aussi naturelle. C'est extrêmement compliqué et donc en fait on va faire que exploiter les avancées de la technologie et profiter des avancées de cette technologie pour pouvoir toujours en permanence essayer d'adapter de mieux en mieux ces dispositifs pour répondre à ce que souhaite faire la personne dans sa vie réelle. Alors si on regarde rapidement comment ça évolue, je vais passer un petit peu rapidement juste pour vous montrer ça. Un pied, c'est un pied pour la vie de tous les jours, c'est un petit peu comme une lame pour courir. Donc on a tous vu ces sportifs courir aux Jeux paralympiques. Pour leur vie de tous les jours, en fait, on va utiliser la même chose. On va dimensionner des structures en matériaux composites qui vont remplacer le mouvement des différentes articulations du pied et de la cheville par la déformation d'une structure qui va permettre en même temps d'emmagasiner et de restituer de l'énergie à chaque pas. Alors aujourd'hui, il y a énormément de travaux qui portent sur l'amélioration de ces dispositifs, soit pour optimiser leur capacité de restitution d'énergie, soit pour introduire de l'électronique qui va permettre d'adapter le comportement à différentes situations ou aller jusqu'à de la motorisation. Je vais laisser Clément. Alors, après, au niveau du genou prothétique, on va avoir d'autres contraintes. En particulier, le genou prothétique, il doit absolument assurer la sécurité de la personne pendant la phase d'appui, donc pendant tout le moment où la personne va mettre son poids sur la prothèse. Et par contre, pendant la phase oscillante, il faut que le genou il puisse fléchir de façon très rapide pour assurer en fait, le passage du pied sous le bassin de la personne et en fait, juste permettre de pouvoir marcher normalement, en fait, comme vous et moi l'on fait. Donc ça a été réalisé par une multitude de possibilités avec des systèmes mécaniques plus ou moins complexes. Mais depuis les années 2000, en fait, on a eu l'apport de l'électronique qui est arrivé et qui permet d'avoir un certain nombre de performances qui sont meilleures qu'avant, donc en particulier en termes de sécurité. Donc on a une amélioration de la sécurité des personnes amputées avec ces composants-là et on peut s'adapter à un certain nombre de variations, et en particulier les variations de vitesse de marche par exemple. On arrive aussi à reconnaître qu'on est en train de descendre un escalier ou une pente et à sécuriser ces moments-là. Par contre, il y a encore des difficultés qui persistent pour le déplacement des personnes amputées au niveau transfémoral, donc au-dessus du genou. Et ce manque qui peut être associé principalement à un manque d'adaptation au niveau de la cheville en fait, avec en particulier on peut citer par exemple en descente de pente une réduction de la base de support, c'est-à-dire qu'on va venir en appui uniquement sur le talon et on va avoir du temps avant que le pied vienne bien se mettre à plat. Exactement, comme on disait tout à l'heure, les pieds prothétiques c'est des ressorts en fait, et du coup il faut que le ressort puisse se déformer pour venir se mettre à plat. Et donc du coup, comme on s'appuie sur une surface qui est moins importante, on a plus de risque de venir glisser. De la même façon, donc les pieds, les chevilles ne bougent pas pendant la phase oscillante, donc contrairement à nous, à vous et moi, il n'y a pas les orteils qui remontent quand on va venir passer le pied sous le bassin. Et donc du coup, on a une augmentation du risque de venir attraper tout ce qui peut traîner, donc des cailloux, des obstacles, ou quand on monte une pente, donc le sol tout simplement. Et enfin, on a aussi des stratégies qui sont spécifiques pour s'adapter en fait au manque
intrinsèques de ces prothèses, typiquement en descente d'escalier. Oui, en fait, cette vidéo elle illustre très très bien les limites des composants actuels. Donc descendre un escalier avec un pied prothétique, c'est un petit peu comme descendre des escaliers avec une chaussure de ski. On y arrive tous très bien. En fait, il faut substituer la mobilité de la cheville en faisant la bascule sur le nez de marche. Donc on y arrive très très bien, mais il faut se mettre dans la situation d'une personne qui est amputée au-dessus du genou, pour laquelle, même si la vitesse de flexion est contrôlée par un microprocesseur, mais en fait elle va imposer à la personne en permanence d'adapter la position de son corps pour répondre à la vitesse de flexion de son genou. Donc on comprend très bien que c'est pas si simple que ça à faire. Si on s'intéresse à sa jambe opposée, on voit bien que ça sollicite énormément le membre contralatéral. Mais en fait, exactement, il va falloir en fait en permanence compenser pour pouvoir s'adapter à des hauteurs de marche différentes, des profondeurs de marche différentes, est-ce qu'on va glisser ou non. Mais ça reste qu'une illustration. En fait, il faut bien se dire que monter, descendre d'une voiture, s'arrêter dans une pente, ramasser un objet au sol, en fait, c'est une multitude de situations qui vont imposer aux personnes qui sont appareillées de compenser les limites de leurs composants prothétiques. Alors, depuis les années 70, il y a énormément d'équipes de recherche qui cherchent à développer des systèmes qui sont totalement robotisés. Donc où on va venir piloter le mouvement des articulations à partir de moteurs. Donc il y a des congrès même de recherche qui portent uniquement là-dessus, qui portent sur la robotique qui est portée par la personne. Alors aujourd'hui, ces dispositifs robotiques ils permettent de reproduire le comportement de nos articulations. Ça a été prouvé. Le problème, c'est que ce sont des dispositifs qui sont bruyants, qui sont lourds, qui ont un encombrement important, qui ont une autonomie qui est relativement faible, donc qui ont des limites et qui sont relativement importantes par rapport aux bénéfices que la motorisation a apporté par rapport à des solutions qui sont contrôlées uniquement par microprocesseurs. Et qui font que aujourd'hui ces dispositifs, on les voit très très peu dans la vie courante, ils sont très peu utilisés, parce qu'aujourd'hui le bénéfice apporté est relativement modeste par rapport aux limites que ces solutions imposent. Donc dans le cadre du projet ANR, donc il y a 10 ans, on s'est intéressé justement aux spécificités des adaptations locomotrices qu'on avait dans les différentes situations de la vie courante. Et un petit peu à contre-courant des équipes qui développaient des solutions motorisées, on a fait le choix de rester sur une solution hydraulique contrôlée par microprocesseur, mais qui a l'originalité d'être biarticulaire. Donc en fait, on a un système hydraulique qui est unique, qui va venir contrôler le mouvement de l'articulation et du genou et de la cheville par un ensemble de capteurs uniques et qui permettent de réaliser une adaptation coordonnée et donc en synergie de ces deux articulations. Alors c'est pareil, je vais essayer d'aller un petit peu vite sur la description de comment ça fonctionne. Ce qu'il faut voir, c'est que pour contrôler une jambe, on va utiliser un contrôle prothétique qui va avoir globalement 3 niveaux. Donc on utilise des capteurs qui sont dans notre prothèse, donc des centrales inertielles, des capteurs d'effort, des capteurs d'angle. Et on va exploiter dans un premier temps ces capteurs pour découper le cycle de marche en différentes phases et identifier la situation dans laquelle la personne se trouve. Ensuite, à un niveau qu'on appelle intermédiaire, on va chercher à définir la réponse que doit avoir chacune des articulations en fonction de cette situation de marche et de la situation et de la phase du cycle de marche dans laquelle on est. Et donc tout ça, en fait, c'est réalisé à partir de l'ensemble des mesures qu'on a pu faire en biomécanique qui nous permettent de quantifier le mouvement et les efforts qui sont à réaliser au niveau de ces articulations, qui chez nous sont réalisés par nos muscles, qui s'adaptent en permanence, mais qu'on va chercher à reproduire par des systèmes technologiques qui soient hydrauliques, pneumatiques ou mécatroniques. On parlait avec les experts du CEA là, il y a 2 jours de cet exosquelette là qui assemble des câbles. On est vraiment sur de la mécatronique et on a été, je pense que dans la recherche, ils ont été très loin dans comment fonctionne le corps humain. J'ai des muscles en longueur, j'ai des tendons. Plutôt que de mettre que de la machine, ce qu'on a vu là dans les robots que vous avez montré tout à l'heure, avec beaucoup d'électronique embarquée, beaucoup de métal finalement, quand on se rapproche au plus près de l'humain et d'une mécanique électronique, de la mécatronique, on arrive à des résultats assez incroyables. Ouais, c'est ça l'idée. En fait, il faut identifier les solutions qui vont permettre de substituer au corps humain, tout en sachant dès le début qu'on va avoir des limites. Et toute la difficulté, c'est d'exploiter au mieux les technologies existantes pour que ça devienne réaliste. Et il faut savoir être un petit peu humble sur qu'est-ce qui est réaliste. Et justement, je pense que ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est
c'est un projet qui aujourd'hui existe, mais il a commencé il y a plus de 10 ans. Et qu'en fait, même si on est dans une école où on souhaite faire du concret, être jusque boutiste, faire des choses qui vont aller dans la vie réelle, en fait, même si on veut faire des choses extrêmement appliquées, qu'on veut être rapide, mais en fait, chez nous, le rapide, c'est 10 ans, parce que c'est des systèmes qui vont être portés par des personnes dans leur vie de tous les jours. Et en fait, il faut que ça fonctionne. Ouais. Et également, ce sont des dispositifs qui font partie d'un champ industriel qui s'appelle le dispositif médical et qui a une réglementation qui est extrêmement importante, mais qui est tout à fait normale puisque ça concerne la santé des individus. Donc je vais passer un petit peu vite, mais si on parlait de mécatronique à l'instant, en fait, le contrôle bas niveau, c'est un petit peu souvent quelque chose qu'on cache, c'est considéré comme étant un petit peu simple, mais le contrôle bas niveau, on pourrait dire c'est un proportionnel intégral dérivé, mais en fait ça intègre beaucoup plus que ça dans ce genre de système. Parce que c'est l'ensemble de l'architecture qui va nous permettre de reproduire ce que faisait la jambe d'une personne avant. Donc ça va du dimensionnement des lames en composite, du dimensionnement des systèmes hydrauliques et de l'asservissement des vannes qui en effet vont être faites par un régulateur PID. Alors on voulait vous montrer dans un premier temps cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui a déjà 10 ans. Donc c'est une présentation en fait de ce que permet le système. Donc là on voit bien tout l'intérêt d'un système qui est hydraulique. C'est extrêmement fluide et ça a un temps de réaction qui est extrêmement rapide et qui permet en même temps pour la personne qui est au-dessus de contrôler le mouvement de ces deux articulations alors qu'il n'a aucun moyen physique, il n'y a pas de lien entre son membre résiduel au niveau de l'information. Donc ce que doit faire la prothèse, c'est interpréter ce que fait la personne au-dessus et s'adapter au mieux. Et on voit que c'est une personne qui a des capacités d'adaptation très très fortes, mais on lui a monté le prototype le matin et l'après-midi, elle peut aller se balader avec ce genre de dispositif très facilement. Mais par contre, 10 ans, pourquoi cette vidéo a 10 ans? C'est que c'était un prototype de recherche, ça permet de montrer la preuve de concept, mais c'est pas ça c'est pas ça qu'on a cherché à faire. En fait, ce qui a pris 10 ans, c'est de passer de ces prototypes qui permettent de faire la preuve de concept à une solution industrielle qui peut être mise dans la vie réelle pour pouvoir mener une étude clinique. Et là, les personnes vont prendre le dispositif, rentrer chez elles pendant plusieurs semaines, et c'est qu'à l'issue de cette phase de test qu'on va pouvoir dire est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et donc, du coup, comme vous disiez Xavier, on est parti sur une étude clinique pendant ces 10 ans où on a pu comparer donc, du coup, la prothèse dont le nom commercial actuel est Synsys, qui était à l'époque du nom du projet, donc SPCM, à ce qui se fait actuellement sur le marché, donc, qui est les genoux à microprocesseur et les pieds, donc les lames en carbone qu'on vous a montré tout à l'heure en introduction. Donc très rapidement, c'est une étude assez classique, donc prospective, multicentrique, randomisée et en crossover. Donc qui a un design classique. Donc en fait, les patients amputés vont venir tester la nouvelle prothèse et sa prothèse habituelle de façon aléatoire, l'une ou l'autre, dans un sens aléatoire. À l'issue du test, donc de 4 semaines de test, on va venir prendre des données quantifiées. Avec ce qu'on appelle l'analyse quantifiée de la marche pour essayer de mettre en évidence en fait les apports de la nouvelle prothèse. Donc typiquement ici sur Synsys, on a pu montrer qu'on avait une augmentation significative du temps de pied à plat. Donc, je vous disais tout à l'heure que les pieds prothétiques classiques ne permettent pas une mise à plat suffisamment rapide et du coup c'est un risque de glissement. Oui, de glissement. Donc on a une augmentation de ce temps de pied à plat. De la même façon, pendant la phase oscillante, on a moins de risque de venir attraper le sol parce que les orteils remontent en même temps que le genou fléchit. Donc ça a un impact aussi sur ce que nous disent les patients, et ce que nous disent les patients, on le quantifie grâce à des questionnaires standardisés. Donc ici par exemple le SF36 qui est un questionnaire standardisé publié dans la littérature scientifique a montré une amélioration de la qualité de vie des patients avec cette nouvelle prothèse. Non, c'est encore moins là. Alors on a eu d'autres paramètres où on s'attendait à avoir des améliorations. Donc typiquement les compensations locomotrices qui sont mises en place par les patients, on s'attendait à ce qu'elles soient réduites parce que justement on améliore les paramètres dont je vous ai parlé avant.
Mais sauf que ça, on l'a pas vu sur les patients, en grande partie parce que chaque adaptation de chaque patient va être différente. Et du coup, les patients vont pas s'adapter changer leur adaptation de la même façon. Et en plus, il faut plus de temps probablement parce que les adaptations sont ancrées dans le pattern de marche, donc il faut un peu plus de temps pour qu'elles soient modifiées. Et puis, comme il y a en gros 3 adaptations possibles pour aider le passage du pas, et chaque patient va avoir un mix de ces 3 adaptations différentes. Donc, quand on fait des statistiques sur des groupes, on n'arrive pas à montrer d'effet. Et un autre résultat qu'on attendait mais qu'on n'a pas vu, c'était que quand on descend un escalier, on ne voit pas de réduction de la charge sur le membre contralatéral, contrairement à ce qui avait été observé dans les pré-études. Donc ça. Donc la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'était avec les sujets qu'on pouvait inclure au moment du développement du dispositif. Donc du coup, comme c'était des prototypes, on avait tendance à recruter des gens qui étaient souvent sportifs de haut niveau, qui avaient des capacités d'adaptation qui étaient très importantes et qui du coup arrivaient à tirer parti au mieux de la réponse du système. Et quand on a réalisé l'étude clinique là sur une population en étant complètement aveugle sur la sélection des personnes, on n'a pas retrouvé justement ils n'étaient pas en mesure d'exploiter aussi bien les adaptations qu'on avait réalisées sur le dispositif. Et en fait, notre dispositif, elle restait générique. Ça veut dire qu'elle est un peu pareille pour tout le monde. Donc on se dit qu'elle est non optimale à l'utilisateur et elle est parfois non spécifique. Typiquement sur la vidéo que vous voyez, la prothèse ne fait aucune différence entre je descends un escalier et je descends une pente. Et du coup, c'est à la personne de faire la différence et donc de compenser les différences qu'il peut y avoir entre différents degrés de pente ou différentes inclinaisons d'escalier. Donc en parallèle de cette étude clinique sur la version qu'on avait finalisée il y a 10 ans, on a continué nos travaux de recherche et on s'est intéressé à comment on pouvait optimiser le contrôle de notre prothèse. Donc d'abord avec une approche au niveau, donc comment mieux identifier la situation, comment mieux s'adapter à cette situation. Et pour faire ça, comme on avait accès à un dispositif qu'on pouvait utiliser quand même sur des différents parcours, on a pu collecter énormément de données avec différents utilisateurs, différentes pentes, différents escaliers. Et du coup mettre en place les techniques de machine learning qui nous permettent de classifier la situation dans laquelle la personne se trouve. Donc ce sont des choses qui sont tout à fait classiques dans la littérature. La spécificité pour les prothèses, c'est que à la fin, on va avoir une notion de risque. Et donc du coup, on va s'intéresser aux algorithmes en fonction de à quel point ils sont boîte noire. Donc on a des algorithmes qui sont totalement interprétables. Ceux-là, ils vont nous intéresser parce qu'on va pouvoir faire une analyse de risque dessus. Et par contre, il y a des algorithmes qui vont être plus performants, mais qui vont être moins interprétables. Alors c'est pareil, on arrive à faire des choses qui marchent très très bien dans les laboratoires, avec des niveaux de précision qui dépassent les 90%, qui avoisinent les 100%. La problématique de ces techniques, c'est même si on a un algorithme qui est fiable à 99,80%, on réalise 10 000 pas par jour, mais en fait on n'a pas envie de faire tomber les gens au moins une fois par jour, donc ce qu'on voudrait c'est avoir... Ouais, et du coup avoir une possibilité d'interpréter ces algorithmes et de gérer les risques. Et en fait, c'est vraiment une limite qu'on a aujourd'hui pour faire fonctionner ces dispositifs. Et c'est une limite qui est rencontrée par un petit peu tous les laboratoires. Parce qu'une mauvaise classification peut avoir des risques très importants quand on pilote des articulations au niveau de la cheville et du genou. Du coup, on est revenu à l'architecture globale et on s'est dit qu'on allait intervenir plutôt sur le niveau intermédiaire. Et dans les littératures, il y a des travaux de recherche qui ont eu lieu où on voit là, le petit robot, par exemple, sur la vidéo, qui est capable de s'adapter. Il est complètement aveugle à ce qui se passe devant lui. Il est juste programmé pour sauter à une hauteur donnée. Et en fait, il est complètement capable de s'adapter à l'énorme obstacle qu'on lui met en face de lui. Et donc du coup, ça c'est des approches qui nous intéressent et qu'on a essayé en fait de reproduire sur la prothèse Synsys donc. Ouais, vas-y, passe à la suite. Et du coup, pour faire ça, on a besoin de données issues de la prothèse et en fait, en particulier l'estimation du centre de masse de la personne qui va nous permettre en fait d'avoir une bien meilleure idée de comment la personne est en train de marcher et de comment du coup la prothèse doit s'adapter de façon en fait de venir s'adapter de façon continue à la marche de la personne. Ouais, vas-y, tu peux aller.
Donc voilà, donc très rapidement on a isolé la vitesse du centre de masse de la personne comme étant un paramètre extrêmement intéressant dans ce cadre-là et qui permet d'adapter la prothèse. Donc vas-y, passe direct à la... Et donc du coup là sur ces vidéos-là on voit une proposition d'adaptation du contrôle de la prothèse. Donc vous voyez les deux vidéos, donc celle du dessus. On a quelqu'un qui marche sur un simulateur sans adaptation de la prothèse. Celle du dessous, on a en fait, la prothèse est capable de prendre en compte le mouvement du centre de masse et de changer son comportement en fonction de cette vitesse. Le gros résultat, et c'est beaucoup plus fluide sur la vidéo, et le gros résultat qu'on voit, c'est que sur le membre controlatéral, on va réduire énormément l'effort qui vient s'appliquer sur la jambe saine. Et donc du coup, on va venir protéger les articulations saines. Oui, c'est on a juste une dernière vidéo après à vous montrer, mais ça représente vraiment l'état actuel de ce qu'on mène en ce moment. On est toujours en fait dans ce processus itératif d'optimisation de la réponse de nos dispositifs, en travaillant aussi bien sur le contrôle le niveau intermédiaire, mais on travaille également sur le dimensionnement de certaines parties de ce dispositif. Et ce qui est intéressant, je pense, dans ce travail de collaboration entre d'un côté une école, des laboratoires de recherche et une entreprise comme Proteor, c'est d'avoir pu travailler sur ce projet sur un temps qui est très long, grâce à différents moyens de financement, mais qui permettent d'avoir les outils, d'avoir les méthodes, d'avoir les personnes qui vont être capables de faire évoluer chacun de ces aspects d'une manière cohérente. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'essai qu'on réalise dans le labo au quotidien sur un prototype qui est une version commerciale qui est modifier, adapter pour pouvoir faire les évolutions qu'on souhaite mettre en place. Et en même temps, ce qui est extrêmement satisfaisant, c'est de se dire que le même jour, il y a des gens qui, dans leur vie réelle, marchent avec la version commerciale dans leur vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que, comme il n'y a pas le son de la vidéo, on peut discuter en même temps de ce que vous pouvez voir, qui est des personnes qui, dans leur vie de tous les jours, utilisent cette prothèse-là depuis 2 ans, c'est ça ? Depuis 2 ans. En dehors de protocoles de recherche. J'imagine que pour Proteor, donc qui fabrique des prothèses depuis très longtemps, toutes ces innovations-là, ça se propage un peu dans d'autres produits. Enfin, ça fait avancer très globalement le marché de la prothèse, parce qu'on comprend dans cette adaptation spécifique, on arrive à trouver des nouvelles solutions qui font qu'on va pouvoir, après, même pour la main, je voyais dans les différents produits que vous faites, la main, paraît-il, c'est ce qui est le plus dur à reproduire. C'est des avancées qui peuvent profiter après à l'ensemble, j'imagine, des produits. Alors oui, bien sûr, quand on a des travaux de recherche comme ça, on apprend énormément de choses, et du coup cet apprentissage, que ce soit juste la marche des personnes amputées ou même des fois plus poussé sur les matériaux, sur les traitements de surface, ça sert aussi à d'autres produits. Donc voilà, le projet ANR là, il a donné, dont parlait Xavier, il a donné naissance à Synsys. Il a aussi donné naissance à un pied à restitution d'énergie. Donc voilà, il y a plus de retours que simplement entre guillemets cette prothèse. Je voulais juste revenir sur le fait, vous disiez la main, Proteor ne fabrique pas de composants de membres supérieurs. Nos orthoprothésistes font les assemblages, mais c'est des composants. En fait, les prothèses de membres supérieurs ont vraiment des contraintes qui sont complètement différentes des prothèses de membres inférieurs. On ne va pas avoir besoin de porter 100-120 kg. Mais par contre, il faut être beaucoup plus précis dans le contrôle des doigts, typiquement. Donc, comme ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes fabricants qui fabriquent ce type de composants. Et moi je suis pas du tout d'accord avec vous. La main c'est pas plus dur que le pied c'est pas plus dur que le genou. Enfin c'est non. Mais je pense que oui, la main d'Able, enfin le poignet d'Able est complexe, l'épaule d'Able est extrêmement complexe. Et du coup c'est tout l'intérêt. En fait, si on cherche à faire quelque chose, une articulation quelle qu'elle soit, un robot quel qu'il soit, si on cherche à faire le meilleur robot, c'est forcément extrêmement complexe.
Et faire un pied, un genou, ça peut sembler simple, mais en fait c'est toujours complexe, surtout si à la fin on se dit il y a quelqu'un qui va marcher tous les jours avec et faire une vie normale, donc marcher dans des flaques d'eau, descendre des escaliers, passer sa tondeuse, monter sur un vélo. Et la quantité de choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours est infinie. Et du coup, on a un travail infini puisqu'il y a autant de projets que de personnes, que d'activités. Mais je ne mettrai pas d'échelle de difficulté. Effectivement, voilà, moi je sais pas, j'avais eu ça qui m'a traversé la tête avec les robots, mais c'est vrai que les pieds, il y a, je sais plus, 56 os dans chaque pied, je crois. C'est une partie 27, donc ça fait 54 avec les deux pieds. Voilà, et ce qui donne par rapport à l'ensemble du squelette, c'est la partie là, où il y a le plus effectivement de petits morceaux, et quand il faut recréer tout ça artificiellement, c'est... Et quand on y réfléchit, on remplace 27 os par une lame en carbone qui va se déformer. Donc le design de cette lame en carbone, il est loin d'être si évident que ça. Et il faut arriver à reproduire ce que font ces 27 os. Et ce que font ces 27 os, c'est pas forcément la même chose quand on marche à plat, quand on va descendre une pente, quand on va monter un escalier, faire du vélo, marcher sur des cailloux. Voilà. C'est tout l'enjeu et toute la richesse de ce laboratoire de biomécanique humaine, c'est ça, hein, le laboratoire dans lequel tu travailles, où on a vraiment, j'imagine, plein de sujets à chaque fois, de réflexions qui sont liées à la santé. On a parlé du sport, j'imagine qu'il y a des applications après, si on parle du laboratoire dans son ensemble, il y a beaucoup de sujets de recherche, et il y a des correspondances entre les recherches. Ouais, donc tout à l'heure vous avez vu les gens qui travaillent sur le rugby. Et c'est vrai que là on se dit quel est le rapport entre les mesures que Sébastien et Philippe Rouge font sur les rugbyman. Oui, et l'autre aspect qui est complètement commun, c'est qu'en fait le rugbyman, en fonction de son poste, de son type de jeu, il va avoir des spécificités qu'il va falloir caractériser et optimiser son entraînement ou sa manière de jouer à ses spécificités. Et en fait, nous, on est exactement dans le même cas. Il n'y a pas deux personnes en situation de handicap qui ont exactement le même handicap. Leur membre résiduel va être à chaque fois différent, avec des capacités musculaires différentes. Et du coup, en fait, c'est une problématique qui est complètement commune entre optimiser l'entraînement ou la remise à l'effort d'un joueur de rugby après une blessure, et développer un dispositif pour remplacer la jambe d'une personne amputée. Parce que la thématique de fond est la même. Et du coup, c'est la thématique qu'on cherche à investiguer dans ce laboratoire. Excellent. Alors je vois, c'est bien, on a le temps, c'est la fin de la fin de la journée. Is there any questions? Est-ce qu'on aurait des questions sur tout ce qu'on a vu balayer? Donc là, dans les étapes prochaines, on l'a vu, il y a eu beaucoup de développement, une preuve de concept qui fonctionne, des essais après sur différents types de personnes handicapées, amputées. Et là, donc, la prochaine étape, les prochaines étapes, on rentre en phase de production. Comment ça se passe? Alors, la vidéo que vous avez vue, la toute dernière vidéo, là, elle répond en fait à l'autre vidéo qu'on vous a montrée, qui était la preuve de concept. Et donc voilà, il s'est passé 10 ans entre cette preuve de concept et là, cette vidéo, c'est la mise sur le marché. C'est vraiment la prothèse est sur le marché depuis maintenant 2 ans. Et ce qu'on vous a montré juste avant cette vidéo-là, donc quand on descendait la pente sur un simulateur de prothèse, ça c'est la fin de ma thèse, donc c'est 2021. Donc voilà, maintenant pour aller mettre ça sur une prothèse commerciale, on a encore énormément de chemin à parcourir, on sait qu'on a encore du travail, mais voilà, on continue et on sait qu'on va y aller en fait et que ce sera fait d'ici. En fait, c'est vrai que c'est une démarche où maintenant on connaît le chemin. Et du coup, on se dit qu'on connaît le chemin, on va gagner en efficacité. Et je pense qu'il y a des adaptations que tu as développées pendant ta thèse qui aujourd'hui sont déjà dans la version commerciale. Donc en fait, il y a une partie des travaux qui sont faits en recherche 2 ans après qui se retrouvent dans les dispositifs qui sont utilisés dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est une satisfaction qui est énorme pour les personnes qui ont travaillé sur ce projet.
et qui montre aussi qu'en fait on gagne en efficacité parce qu'on se connaît depuis des années et qu'on a appris à travailler ensemble et que ça marche de mieux en mieux, quoi. C'est un joli mot de conclusion. Voilà, ça marche de mieux en mieux. Eh bien, très bonne continuation alors à tous les deux. Et puis, merci de cette présentation et plein d'encouragement. On peut vous applaudir parce que c'est un vrai beau travail que vous faites au quotidien.